Je vais demander encore un petit peu d'attention. C'est vrai que j'ai envie d'introduire que souvent on se demande mais que fait l'ordre ? Et c'est justement à l'occasion de cette assemblée que nous vous expliquons ce que nous avons fait pour vous dans l'intérêt de notre profession. Donc chers consoeurs, chers confrères, c'est avec une grande fierté et un profond sens des responsabilités que je vous accueille aujourd'hui en ma qualité de présidente de l'Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes pour cette assemblée générale. Ce rendez-vous annuel est un moment important, un point d'étape nécessaire. Il est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée, de partager nos réflexions et nos ambitions, mais aussi de vous réaffirmer notre engagement d'élu ordinal envers l'architecture et notre profession et les valeurs qui la portent. L'année passée, plus que jamais, dans notre rôle d'élu et de médiateur dans la fabrique de la ville et des territoires, s'est affirmé. Nous avons collectivement su répondre présent. Nous devons également rester conscients des bouleversements engendrés par les crises économiques et climatiques. Cette mission complexe mais exaltante nous rappelle la nécessité d'accompagner, nous, ordre, notre profession, dans la transition de notre profession si essentielle à la société. Durant l'année écoulée, notre conseil régional a œuvré sans relâche pour promouvoir l'architecture, tout en expliquant l'expertise de notre profession. Nous avons poursuivi les discussions avec les décideurs publics pour faire entendre notre voix et soutenir une approche équilibrée de l'aménagement du territoire. Nous avons également intensifié les contrôles déontologiques afin de préserver la qualité et l'éthique des pratiques architecturales. L'ensemble de ces efforts ont été marqués par une volonté de renforcer la proximité entre l'ordre et l'ensemble des professionnels pour répondre au mieux à vos attentes et consolider notre réseau. Aujourd'hui, je tiens à saluer la solidarité et l'esprit d'entraide qui animent notre communauté. Nos échanges, entre autres à l'occasion de cette journée empreinte, sont la preuve qu'ensemble, nous sommes plus forts face aux défis. C'est pourquoi il est essentiel de maintenir cet élan en favorisant des initiatives collaboratives et en créant des espaces de dialogue pour enrichir nos pratiques. Lors de cette assemblée, nous allons aborder des points clés concernant la gouvernance, la formation continue, la défense du titre d'architecte, l'accompagnement des architectes et les projets stratégiques qui structureront notre action en 2025 et au-delà. Votre participation active et précieuse, elle reflète notre engagement commun pour un ordre à la hauteur des enjeux contemporains. C'est aussi l'occasion de constater le travail accompli par votre Conseil régional de l'ordre sur les 12 derniers mois. À cette occasion, je tiens également à remercier chacun d'entre vous, permanents et élus, pour votre travail, votre dévouement et votre créativité. Ensemble, nous façonnons un avenir où l'architecture joue un rôle fondamental dans la transition écologique et sociétale. Merci pour votre présence et votre engagement. Je vous souhaite une assemblée constructive et inspirante à vous toutes et tous ici présents physiquement, mais aussi à celles et ceux qui nous suivent par la diffusion en direct de cette réunion annuelle. Merci. Je vais inviter les membres du bureau à me rejoindre. Alors, on a Guillaume Vandenborg, qui est notre secrétaire, Julie Caroline, qui est l'AVP formation, et Éric Charpie, notre trésorier. À nous quatre, nous allons vous présenter. On va excuser Lydie Jomain qui a eu un souci, mais rien de grave. Et puis, on va vous présenter notre bilan. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est l'ensemble des élus de votre région, de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes assez bien répartis dans l'ensemble du territoire. Un petit regret, pas d'élus en Cantal. Mais ce n'est pas pour autant que nous les oublions.
car nous avons décidé de mettre en place des pôles territoriaux qui vont avoir pour fonction première de s'investir. Chaque élu s'investit sur son territoire. Donc, vous avez le pôle 03 15 63 avec Stéphane Pichon, qui en est le référent, accompagné de Julie Caroline et de Charlotte Dumas. Ensuite, vous avez le pôle, qui est un gros pôle, le 01 69, évidemment, qui est avec pour référente principale Véronique Baye. Je ne vous les citerai pas tous parce qu'ils sont nombreux et s'activent beaucoup sur votre territoire en représentation. Nous avons le pôle, je regarde la carte, 73-74, avec pour référent Maxime Megnaud. Nous avons le pôle 38 avec comme référent Thomas Bonenfant. Nous avons également le pôle 2607, excusez-moi, un petit peu fatiguée après toute cette journée. Je m'en excuse. 2607 avec pour référence, c'est Joël. Non, c'est Marie Cordet. Marie Cordet. Nous avons le pôle 42-43 avec pour référent Nicolas Perrard. Et puis je crois que j'ai fait le tour des 6 pôles, plus nous, le bureau et l'ensemble du conseil, quand on a des actions un peu plus longues où nous travaillons tous ensemble. Alors, on vous présente la permanence que vous connaissez déjà. Alors, ces personnes-là sont à nos côtés pour nous accompagner dans nos actions, aussi bien pour vous accueillir, vous architectes, pour répondre à vos questions. Il ne faut jamais hésiter à nous interpeller. Ils sont là à votre écoute. Préférez l'email, mais quand ça concerne le juridique, la déontologie, des choses comme ça. Mais quand même, on a un service tableau qui est là pour vous répondre sur votre installation, vos demandes d'honorariat, vos montages de société. Nous sommes à vos côtés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Très souvent, vous dites « Ah, ben, l'ordre ne va pas pouvoir m'accompagner ». Eh bien si, les élus sont présents et notre permanence est là pour vous accueillir. Alors, comment s'est déroulé? Nous avons eu 9 séances officielles de conseil, 28 réunions de bureau. Eric, vas-y. Donc en tant que trésorier, je vais simplement vous faire une rapide présentation des évolutions budgétaires sur le mandat qui vient de se terminer et le mandat qui commence, puisqu'en fait nous sommes dans la continuité d'un certain nombre de désengagements de façon à alléger les charges que nous supportons pour pouvoir justement avoir une équipe de permanents plus conséquente avec des gens qui sont justement plus professionnels et qui sont adaptés, qui sont là en fait pour venir vous servir, puisque, qu'on soit très clair, l'ordre est souvent reconnu comme un organisme qui est là pour organiser, contrôler la profession, mais il ne faut pas oublier que l'ordre c'est quand même votre maison et que l'ensemble des permanents, comme l'ensemble des conseillers que vous avez élus, sont là pour vous aider. Dans ce cadre-là, ce qui a été engagé donc, sur le mandat précédent, c'était la vente des locaux que l'ordre avait à Clermont, puisqu'il y avait de très grands locaux, et nous supportions un prêt qui était assez lourd. Donc la vente a été conclue cette année, sur fin 2024, ce qui va nous permettre justement de réorienter le budget dont nous disposons. Alors c'est un budget qui globalement est à l'équilibre. Il faut savoir que le national en fait nous reverse une part de vos cotisations pour pouvoir faire fonctionner, comme pour l'ensemble des autres conseils régionaux. Il n'y a rien à cacher. Hein, donc en 2024, nous avons bénéficié d'une dotation d'1 025 000 €, grosso modo, auquel s'ajoute
les recettes spécifiques de l'ordre régional, dans lesquelles il y a les inscriptions des nouveaux entrants, plus un certain nombre de partenariats qui nous permettent globalement de bénéficier d'un budget global de 1 200 000. Après, dans la répartition, donc c'est ce que vous voyez au tableau, donc on a des dotations de fonctionnement qui représentent, donc ça c'est typiquement la dotation du national, donc c'est une part de vos cotisations qui nous reviennent pour pouvoir, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, être là et assumer les différentes missions qui nous incombent. Donc ça représente 35%. Ensuite, les subventions, intérêts des emprunts. Simplement, il y a un principe, c'est qu'aucun ordre conseil régional ne peut faire l'acquisition d'un bâtiment sans que le national et l'ensemble des autres conseils régionaux soient avisés et soient d'accord avec cet investissement, puisque c'est un investissement qui est pour le bien commun, mais de l'ensemble des architectes français et d'outre-mer. Donc le principe, c'est qu'en fait, c'est le national qui paye les intérêts d'emprunt. Donc on a le droit à une dotation supplémentaire pour ces intérêts d'emprunt. Autant dire que tout ce qui peut alléger ce genre de dépenses est finalement au bénéfice de tous, que ce soit la région comme l'ensemble des architectes inscrits à l'ordre. Les autres subventions, donc là, en gros, ça correspond à l'ensemble des subventions dont nous pouvons bénéficier par le biais des partenariats. Les produits des activités de l'ordre, donc les 8,56, ça correspond exactement en fait à 2 postes qui sont la partie inscription des nouveaux entrants et une petite activité commerciale qui correspond à la vente des panneaux de chantier. Alors pour info, on a fait plein de propositions. Vous pouvez acquérir à prix promotionnel les panneaux de chantier de l'ordre. Voilà. On en a encore à vendre. Et puis après, les autres produits, en fait, c'est simplement tout ce qui touche aux produits financiers, puisque l'ordre, en fait, a obligation, comme toute institution, d'avoir des fonds propres qui nous permettent d'assumer nos missions, éventuellement de faire plus pour pouvoir mieux vous accompagner. Et donc, ça veut dire que oui, de façon à pouvoir gérer correctement tout ça, nous plaçons cet argent sur des comptes à terme. Voilà. Après, dans la répartition de ces dépenses, vous voyez que les charges de personnel, donc c'est la fameuse permanence, éventuellement à laquelle on peut ajouter, quand on a des soucis, des intérimaires. Donc ça représente 49-25%, donc c'est une part importante, la masse salariale, tout compris. Dotation aux amortissements provisions, bon là je n'ai pas à vous expliquer. Les charges financières, donc là c'est uniquement la petite partie qui correspond aux frais bancaires. Impôts et taxes, les impôts et taxes, ça se répartit tout simplement sur des taxes qui sont liées aux locaux que nous occupons et aux taxes sur les salaires. Et ensuite, autres achats et charges externes, en fait, c'est tous les frais de fonctionnement qui nous permettent en fait de faire tourner l'ordre. Donc c'est des frais qui sont liés aux locaux, c'est des frais qui sont liés aussi à tout ce que nous dépensons. Enfin, une journée comme aujourd'hui, on n'a rien à cacher. Ça coûte à peu près 40 000 €. Et on a des recettes qui sont liées au partenariat qui sont de l'ordre de 16 ou 17 000 €. Enfin, on n'a pas le chiffre exact, mais voilà. Globalement, une journée, ça coûte, on dépense pour nous tous, pour la collectivité des architectes, à peu près 24 000 €. Voilà, j'en dirai pas plus. On essaye de gérer ça au mieux et le fait qu'on soit désengagé nous permet de regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité. Alors, en matière de communication, nous avons plusieurs points. Alors évidemment, vous connaissez notre communication avec notre revue Architecture et Territoire qui va être relancée, enfin vous allez avoir le numéro qui va arriver dans vos boîtes aux lettres
là au mois de janvier. L'impression est faite et donc il y en a déjà qui sont distribués que vous pouvez avoir en main propre. C'est une architecture, c'est une revue qui est distribuée à l'ensemble des architectes et également qui est distribuée dans toutes les institutions. En mairie, elle a pour objectif de montrer le travail des architectes et le rôle et l'importance de l'architecte sur son territoire. En parallèle de ça, on a d'autres types de communication, à savoir les réseaux sociaux et puis les sites internet. Et puis on a, comment dire, beaucoup. Alors, il y a un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On dit qu'on communique trop ou pas assez. On a des newsletters, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu difficile de trouver le bon angle, mais nous diffusons également beaucoup en communication. À chaque fois qu'on fait une action, pour votre information, il y a des articles qui paraissent et tout ça est dans l'intérêt de la profession. Après, on le comprend. Moi-même, je suis architecte. J'exerce. C'est pas mon métier, c'est pas d'être présidente de l'ordre. Mon métier, c'est quand même d'être architecte. Et je vous accorde qu'en effet, on reçoit beaucoup d'emails dans notre cadre professionnel et des fois, on peut se retrouver un peu submergé. Mais la personne qui souhaite savoir ce que fait l'ordre, elle va sur le site internet qui a été entièrement refondu par le national et les 17 conseils régionaux ont eu leurs sites qui ont été modifiés. Donc à partir de là, il ne faut pas hésiter, c'est une mine d'or, il y a énormément d'informations, il faut aller chercher. Et puis si vous avez un peu de difficulté à trouver, appelez l'ordre et on vous répondra. Voilà. Oui, 30 000 exemplaires, parce que c'est 2 numéros. Voilà. Donc là, on retrouve la carte avec les différents architectes inscrits au tableau en 2024. 3828, je crois que le chiffre a légèrement évolué, puisque je crois qu'on est à 3848 à la fin de l'année, et 1700 sociétés. Ce chiffre est à peu près stable par rapport aux années précédentes. Je pense qu'on doit avoir la slide suivante qui montre cette stabilité, avec 140, environ 150 inscriptions et réinscriptions qui ont été traitées au cours de l'année, à peu près autant de radiations qui sont souvent des démissions et 9 prestations de services, donc une variation quasiment nulle. Les sociétés sont globalement relativement stables également, avec un peu plus d'inscriptions, une vingtaine d'inscriptions en plus que de radiations. Donc c'est des sociétés qui ont cessé ou alors qui n'ont plus d'activité en architecture. Voilà. Donc qui demandent leur désinscription à l'ordre. Sur la slide suivante, une activité importante du tableau, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est aussi le contrôle en fait de l'assurance, en particulier contrôle formation et assurance pour apporter la garantie que les architectes inscrits au tableau sont sérieux, assurés, formés, et qu'ils respectent le code de déontologie. En avril, malgré tout, il y avait quand même 20% en fait des architectes libéraux et à peu près 20% aussi de sociétés d'architecture qui étaient, enfin en tout cas, dont on n'avait pas reçu les attestations d'assurance. Donc les procédures, on prend le temps de faire les choses. On pourrait être un peu plus radical, mais on a pris le parti de faire les choses de manière un peu souple mais ferme, avec des premières relances qui ont eu lieu au printemps. Donc sur les 3800 architectes libéraux inscrits, il y avait quand même 500 relances. Et sur les 1700 sociétés, il y avait eu 360 relances. Donc ça fait quand même une grosse masse des gros listings. C'est des relances qui sont soit d'abord par mail puis par courrier, avant d'avoir d'engager une procédure un peu plus lourde avec des mises en demeure. Et puis en septembre, malgré tout, des suspensions pour les
pour les architectes libéraux ou sociétés d'architecture qui n'avaient pas régularisé leur situation. Donc en septembre, on était à 96 architectes libéraux, ce qui est quand même encore relativement conséquent, c'est à peu près 2%, et 38 sociétés d'architecture. À la fin de l'année, on a finalement dû radier 43 architectes libéraux, dont en fait une bonne partie avait finalement tout bonnement cessé leur activité d'architecte, mais n'avaient pas forcément informé l'ordre. Donc ce n'était pas non plus forcément des radiations brutales. Donc 43 radiations d'architectes libéraux et 10 radiations de sociétés d'architecture pour défaut d'assurance, qui a rythmé de manière assez forte notre année. Alors, il y a la partie régalienne, en effet, c'est la partie tableau également, mais nous avons aussi une partie régalienne qui est la partie juridique. Et là, je tiens à vous le rappeler très souvent, vous n'osez pas nous interpeller quand vous avez des difficultés. On a des commissions litiges où là, vous nous saisissez et nous tentons de concilier, de trouver un accord face à votre problème. Donc en 2024, les différends qu'il y a pu avoir entre confrères, au moins ça permet d'aplanir les choses. On a eu 3 différends entre confrères et la maîtrise d'ouvrage, 9, et des non-conciliations. On en a eu un petit, on n'arrive pas à avoir 100%, mais on essaye de concilier. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. L'ordre est là pour concilier. Et à chaque fois, quand on arrive à la fin de la commission litige, on prend le temps de discuter avec l'architecte pour lui expliquer, voilà, on peut t'accompagner, peut-être que tu as mal travaillé tes contrats, peut-être que, bon, ok, on est à l'écoute et il ne faut pas hésiter à nous interpeller. Nous sommes là pour vous avant tout, on est la première porte d'entrée. Alors, en plus, à partir de là, nous travaillons également pour le port de titre. Malheureusement, notre profession, il y a des faux architectes. Il y a des personnes qui abusent de notre titre. Donc, dès qu'on nous relève l'information, nous donnons suite par un courrier. Alors oui, le chiffre n'est pas énorme pour le moment, mais je vous interpelle, si vous voyez des personnes qui portent le titre illégalement, vous nous les envoyez. Nous faisons le travail derrière, nous envoyons un courrier, parce que c'est par ce biais-là, en étant tous solidaires, que nous pourrons défendre notre titre d'architecte. Il y a trop de personnes qui abusent de ce titre, et c'est notre travail, à nous, ordre, d'intervenir dans ces cas-là. Alors, on a réussi, suite à ces courriers, à régulariser quelques cas. Mais voilà, l'année d'avant, il y en avait eu un peu plus. Là, on a eu, faut pas oublier qu'on a eu les élections, il y a eu un peu mouvement, mais on est en train de reprendre une bonne dynamique justement sur ce port de titre. Et derrière, quand la personne ne change pas son attitude, nous attaquons. C'est-à-dire que nous mandatons un avocat. Et nous sommes actuellement en procédure pour usurpation du titre pour 2 cas. 2 personnes. Alors, il y a aussi une autre chose qui fait un peu peur, ça s'appelle la chambre de discipline. La chambre de discipline, je vais être franche avec vous, très souvent, les personnes qui sont votées pour être mises en chambre de discipline, elles sont votées au sein du conseil, c'est pour une pratique qui ne nous valorise pas. Ça s'appelle la signature de complaisance. N'ayons pas peur de le dire, qui laisse penser qu'un architecte, c'est juste une signature sur un permis, que ça vaut 500, 1000 euros. Donc forcément, quand on est un jeune architecte ou un architecte consciencieux,
et qu'on va voir sa maîtrise d'ouvrage, qu'on va lui dire, écoutez, moi, pour établir votre permis, votre suivi de chantier, tout ça, j'ai besoin de temps. Je vous donne ça comme prix, et que là, on va vous dire, ah, mais vous êtes bien trop cher. Un architecte, ça ne sert que à la signature. Non. N'oubliez pas, notre prestation de serment, on se déplace, on regarde le paysage, on insère, c'est notre rôle premier. Malheureusement, ces architectes, peut-être, ils n'avaient peut-être pas le choix, mais nous votons et nous les mettons en chambre de discipline pour qu'ils perdent leur titre pendant des périodes de 3, 6 mois, 1 an. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de notre profession. On leur explique que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Parce que collectivement, ça nous entraîne dans le bas et ça laisse penser que notre profession, notre travail, ça vaut 500, 1000 euros. Je ne sais pas les tarifs actuellement à combien c'est, mais c'est à peu près ça. Et c'est dommage parce que le travail d'un architecte, ça va bien au-delà. Et nous avons une vraie valeur. Et là, il ne faut pas hésiter, il faut se souder pour dire, bah voilà, ma valeur, l'apport que je vous apporte, ça vaut tant. Et on ne va pas baisser sa culotte. Après, on vous accompagne également, on accompagne les architectes, et ça, très souvent, vous n'osez pas nous interpeller quand vous vous retrouvez en redressement. Quand vous vous retrouvez en difficulté, il faut savoir que les élus se déplacent. C'est à partir du moment où vous nous interpellez, nous allons en redressement judiciaire ou sauvegarde judiciaire et tout ça. Si vous nous interpellez, voilà, je suis en difficulté, n'hésitez pas, l'ordre est là, et un élu se déplace et va défendre auprès du juge en disant mais il faut avoir confiance en ce confrère, il va repartir. C'est notre rôle. C'est notre rôle d'élu. Alors, bon, je vais continuer. Là, alors là, on passe sur un autre registre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons fait aussi pour promouvoir l'architecture. Alors, je vous rappelle que au niveau national, il y a eu un grand mouvement qui est la suite de Christine Lecomte, de ce que tu nous as amené sur le territoire, hein, pour mobiliser. Et notre région a eu la chance de pouvoir organiser, et avec nos élus très investis, nous avons organisé 3 rencontres d'architecture et territoire. Une première à Saint-Étienne qui avait pour thématique réinventer l'image de la ville par l'architecture. La deuxième, le 3 octobre à Grenoble, sur le devenir des stations de ski JO d'hiver 2030. Le 10 octobre à Lyon, recréer du lien entre ville et nature par l'architecture. Donc ça a été l'occasion de mélanger architectes, maires, institutions, pour comprendre, et des débats qui ont été passionnants, comme vous avez pu assister en début de journée, qui montrent et qui démontrent l'intérêt de passer par l'architecte et de défendre l'architecture. Donc il y a eu 23 intervenants, 90 personnes sont venues à Saint-Étienne, 130 personnes à Grenoble et 65 personnes à Lyon. Maintenant, on a pu le voir, l'événement Empreinte auquel vous participez aujourd'hui, il s'installe petit à petit. C'est le 2e jeudi du mois de janvier. Il s'installe et c'est l'occasion à chaque fois de se retrouver entre nous parce qu'on est tous un petit peu seuls dans nos exercices. C'est l'occasion de rencontres comme celle-ci. Alors certes, la prestation de serment, là, on vous impose l'assemblée générale avant les vœux. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est l'occasion aussi à ces pauses de pouvoir discuter, échanger, de revoir des personnes. Là, ça va être l'occasion aussi, les jeunes inscrits, les architectes déjà bien installés, de faire un partage d'expérience. Et voilà. Alors, dans les autres actions que nous faisons, toujours dans le but de se rapprocher de vous, que vous nous remontiez vos informations, il y a les croix apéros, les conférences 11-13, hein, que ce sont des choses que nous organisons pour vous. Vous êtes informés par email, que vous pouvez venir, et c'est l'occasion pour nous de vous rencontrer, que vous nous fassiez remonter vos difficultés, parce que vous êtes quasiment 4000, nous sommes 24 élus.
Si vous ne nous adressez pas la parole, on peut pas tout savoir. Donc, n'hésitez pas à nous parler. Et voilà, on organise aussi ces conférences 11-13. Elles ont pour objectif de vous accompagner dans cette mutation, la mutation de notre profession, ou de vous renforcer dans vos connaissances. Donc voilà, on peut voir 2 juillet au Puy-en-Velay. Alors là, oui, c'était très bien. On avait eu un bel échange entre architectes et services instructeurs de Haute-Loire. Ça a été très, très suivi par Anne Rouchouz, votre élue. Les conférences 11-13, le 26 janvier à Lyon, à la rencontre du SDMI Rhône-Lyon autour de l'emploi des matériaux de construction. Le 12 avril à Lyon, l'émission de l'architecte expert judiciaire. Le 4 octobre à Lyon, l'innovation du low-tech dans l'habitat. Faire mieux avec moins. Et le 6 décembre à Lyon, le comité de règlement amiable des différends relatifs à l'exécution des marchés publics. Pour information, quand vous faites du marché public, que vous avez un problème, il faut saisir le CIRA. C'est un tribunal. Et là, il a pour objectif, et les architectes n'osent pas le faire, là, ça passe pas par l'ordre, c'est les marchés publics. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à saisir le tribunal qui est là pour vous accompagner, qui va faire le même rôle que l'ordre en commission conciliation des litiges, où là, on est plus dans le cadre du privé, du particulier. Et là, par l'intermédiaire du CIRA, donc ça a été une présentation qu'on vous a fait pour vous permettre d'avoir connaissance de cela. Et ça va être exactement la même chose que pour l'ordre. C'est le même fonctionnement. C'est donc une sorte de commission qui permet de concilier quand vous avez rencontré une difficulté avec votre marché public. C'est moi. Donc en termes de formation au sein de l'ordre, je l'ai déjà abordé un petit peu lors de la prestation de serment. La formation au sein de l'ordre, son rôle, ses enjeux. Nous sommes là, donc il y a une commission formation, donc avec 6 élus, partie prenante, donc de bons travailleurs. Donc le lien, on essaye de faire le lien entre la profession et l'institution par le biais de la formation, de la sensibilisation, de comprendre les enjeux en fait, des attentes des futurs nouveaux inscrits et puis des praticiens de longue date. Et aussi une partie qui est importante, peut-être qu'on va appuyer sur cette sensibilisation-là, c'est de vous former davantage, car c'est l'intérêt de notre profession, être bien formé pour bien pratiquer. Alors cette formation, elle se déploie dans 2 champs essentiels. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc on est en lien avec les 4 écoles, nos 4 écoles d'architecture, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Nous participons au jury HMONP. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a on a créé une formation en interne pour nos élus qui vont siéger dans ces jurys HMONP. Donc ça, c'est une formation qu'on a mis au point en interne. Donc à Clermont-Ferrand, là, vous avez les chiffres de nombre de jurys HMO par école que l'on fait dans toute l'année. Donc là, en l'occurrence, sur l'année 2024, il y en a eu 17. Et aussi, nous intervenons dans les écoles en formation initiale sur en fait, les cours théoriques HMONP, sur 3 thématiques principales. On a 3 demi-journées que les écoles nous accordent dans chaque école, donc sur la présentation de l'ordre, l'installation professionnelle, déontologie et contrat. Certaines de ces parties donc, sont faites avec nos salariés, en particulier nos juristes, et puis Myriam qui tient le tableau. Là, c'est une nouveauté cette année, donc elle va intervenir aussi en cours HMONP.
aussi, nous avons... Merci Charlène. Il y a les petites bulles rouges que vous voyez sur votre droite. Donc nous intervenons aussi. Chaque école donc ouvre ses portes et nous avons nos élus vont tenir des stands. Donc les stands de l'ordre des architectes. Donc voilà, chaque école une fois par an ouvre ses portes et nous sommes aussi présents. Et c'est des journées assez intenses car bien nous sommes confrontés mais avec plaisir. Donc les parents viennent nous voir très inquiets pour leur progéniture, voilà. Donc et sur leur futur peut-être projet professionnel d'architecte. L'autre volet en interne de l'ordre donc de la formation, donc c'est la formation continue. Donc cette formation, comme je vous l'ai dit, donc il faut se sensibiliser à être formé. Donc nous travaillons avec 11 partenaires que l'on rencontre au moins 4 fois par an. Nous travaillons sur les thématiques, les remontées des territoires. En bon accord sur les besoins en fait de nos architectes sur les territoires. On fait une sorte d'analyse et ça se concrétise en fait sur un guide de formation que vous recevez tous. Et là vous allez le recevoir, ça sera un envoi groupé avec la revue. Nous avons intégré fin 2024 un nouveau organisme, NUNAT. En fait, c'est plus une partie psychologie et en fait, ça touche aussi l'assistance à maîtrise d'usagers. Donc voilà, donc c'est intéressant. On fait en sorte, on veille en fait à ce que les formations ne soient pas redondantes les unes avec les autres par rapport aux organismes, d'où ce travail intense avec ces 4 réunions annuelles et nos organismes. Je vous rappelle que aussi la formation au sein de l'ordre des architectes, donc c'est une période triennale, 42 heures en structuré et 18 heures en heures complémentaires. Donc vous pourrez aller sur votre site personnel et regarder ce qui est, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ce qui est valable en heures complémentaires et en heures structurées. Heures structurées, ça veut dire qu'en fait, il faut que vous fassiez vous adhériez à une formation qui est certifiée Calliope. Alors, la communication par rapport à ça, donc vous allez recevoir des mails récurrents par notre service communication sur « Il reste des places ». Donc, il ne faut pas hésiter à vous inscrire et ne pas vous désinscrire au dernier moment. Ça serait génial pour les organismes qui peinent un peu par rapport à ça. Il y a un tableau trimestriel qui donne toutes ces informations, le guide annuel dont je vous ai parlé, et puis il y a le site. Vous pouvez retrouver le guide annuel sur le site internet en complet. Alors on remercie la DRAC parce que c'est bien beau de chercher des économies financières. Nous n'oublions pas l'Auvergne puisque nous avons nos permanents qui restent à Clermont-Ferrand et Marc Drouet, en accord avec Marc Drouet, le directeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la DRAC, nous a gentiment accueillis dans les locaux de Clermont-Ferrand. Désormais, nos permanents, à savoir Charlène, Guillaume et Louison, sont présents. Ça a du sens d'avoir nos locaux au sein de la DRAC. Nous dépendons du ministère de la Culture, n'oublions pas. Et donc, ça a un vrai sens de se retrouver à la DRAC. Et merci Marc, que j'aperçois dans l'assistance. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Alors, nous avons également, en termes de communication, changé les adresses. Les adresses ordinales, désormais, sont, on va dire, entre guillemets, un peu automatisées. Donc, vous avez des nouvelles adresses pour nous joindre et également pour les conseillers régionaux. Donc, moi, par exemple, si vous voulez me contacter directement par mail,
Vous faites isabelle.dieu@croix-du-6ara.org. Vous voulez contacter Eric Charpie? Eh ben, vous faites pareil. Non. Eric. Voilà. En fait, tous les conseillers ordinaux, nous avons tous nos adresses. Donc, chacun sur votre territoire, si vous avez envie de contacter votre référent de votre territoire, de votre département, vous connaissez son nom. Vous pouvez le trouver très facilement sur l'ordre des architectes, sur notre site internet. Et après, vous posez pas la question. Vous tapez son prénom, son nom, et et croix-du-6ara.org. Alors, nous intervenons également au sein des conseils d'administration. On a la chance d'avoir 11 CAUE sur 12 départements. Bon, je pleure toujours de pas... Il nous manque toujours ce 12e département, qui est la Loire. On espère bien qu'on va y arriver. Enfin bon, c'est un travail que nous menons, que les élus du territoire mènent avec volonté et enthousiasme. Il y a 4 écoles d'architecture, une à Saint-Étienne, une à Grenoble, une à Lyon et une également à Clermont-Ferrand. Une maison de l'architecture en Isère. Sur les autres, nous sommes invités à la présentation finale, mais nous ne sommes pas dans le conseil d'administration. Nous sommes dans le conseil d'administration aussi de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, et puis au sein du CERC, qui est un observatoire régional des filières de construction dans lequel nous intervenons pour défendre notre profession, alerter et prendre connaissance d'autres informations, des autres... vous avez à voir le BTP, la CAPEB, les promoteurs, et c'est l'occasion d'échanger, surtout qu'actuellement, économiquement, tout le monde se gratte un petit peu la tête. Alors, nous intervenons également en préfecture et en département. Alors, c'est tous les élus, c'est pas moi qui me déplace, c'est l'ensemble des élus, en fonction du département, va à la rencontre des députés, des sénateurs, des préfets, et nous avons toujours le même discours pour l'intérêt de notre profession. Donc là, vous pouvez voir un peu l'ensemble des représentations que nous avons menées. Voilà. Ah oui, puis j'oubliais une chose, on est vachement intervenu aussi sur la COP. Il y a eu un grand coup de frein avec le marasme politique, mais nous lâchons pas. Il y a encore le 07 l'Ardèche avec Céline Vidalé, où on est encore partie prenante dans cette COP. Et on nous écoute, mais ailleurs, je crois que ça bouge pas mal. On ne sait pas trop où c'en est. On attend les invitations. On va les gratter à la porte pour rentrer. Alors, la campagne d'influence, pour nous, consiste à augmenter la notoriété du Conseil. C'est 427 représentations. Vos 24 élus se sont déplacés 427 fois pour avoir toujours le même discours dans l'intérêt de notre profession. Nous avons fait 21 rendez-vous avec 38 interlocuteurs. Le plaidoyer, à chaque fois, nous allons avec notre plaidoyer, un maire, un architecte, et donc on y va, toujours pour la promotion de l'architecture et de notre profession. Donc on se déplace beaucoup, on est très investis, et je remercie au passage l'ensemble des élus et de la permanence aussi, parce que derrière, nous faisons des comptes rendus, des rapports pour garder un historique. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, on accompagne les jurys de concours. Je suis armée. Alors, les jurys de concours, en fait, il n'y a pas besoin d'être élu pour être juré de concours. Il faut savoir qu'au sein de notre conseil, en fait, il y a une formation qui est délivrée par la MIC, donc la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques,
et qui vous forme à être juré de concours. Donc, vous pouvez... alors, c'est une session qui se fait tous les 3 ans. Donc, vous pouvez candidater, demander... voilà, ah bah oui, il faut être assuré, il faut être déontologiquement propre. Voilà. Et donc, vous pouvez être formé. Et puis ensuite, eh bien, nous, en fait, les maîtrises d'ouvrage publics nous appellent. Donc, vous voyez la série de départements. Voilà, le Rhône, par exemple, il y a eu 20 architectes qui ont siégé dans ces jurés de concours. Et le nombre de concours, vous avez là, je ne vais pas tous les énumérer, voilà, par département. Donc, ça fait quand même 61 architectes jurés de concours qui sont allés défendre voilà, la qualité architecturale. Et donc, le nombre de concours, il y en a eu 45 sur l'année 2024. Alors, on revient un peu sur la communication. Donc, en effet, sur les JNA, alors cette année, les JNA ont plus constitué pour nous, notamment avec les tables rondes, l'architecture et territoire, hein, faut quand même le reconnaître, hein. Mais nous les accompagnons. Nous sommes également sur Instagram. Et puis, voilà, notre fameuse revue Architecture et Territoire. Alors, avec humour, au niveau du national, quand ils ont pris... Christine, tu le sais très bien, cette grande thématique d'architecture et territoire, j'ai pas hésité à dire, faut pas oublier que on a peut-être le droit, parce que c'est une revue qui est très ancienne pour nous, Architecture et territoire, et en effet, maintenant, elle est vraiment associée à une grande action nationale de l'ensemble des conseils régionaux, justement pour promouvoir l'architecture, hein, et montrer ô combien l'architecte est important dans notre société. Alors, ben voilà, je crois qu'on a tout terminé, non? Terminé, c'est terminé. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Dans l'ordre du jour, nous allons enchaîner normalement, Isabelle, tu me dis, à part la séance de vœux. Normalement oui, mais est-ce qu'on marque une pause? Pourquoi tout le monde fait... Ah, s'il y a des questions par contre. Oui, vous avez raison. Je reprends depuis le début, désolé. Est-ce qu'il y a des questions suite à la présentation effectivement de cette assemblée générale? Pas de questions. Ah si, il y a une question. Allez hop, c'est parti. Vous avez des micros, oui, tout va bien. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc Philippe Jambrézy, qui est architecte à Saint-Étienne. Il y a quelques mois, nous avions été réunis à l'ordre pour toute une après-midi de formation, information, etc., pour nous inciter à participer à des commissions départementales. Oui, donc c'était, je pense, le précédent mandat. Hein, et voilà, le précédent mandat, et depuis, aucune nouvelle. Donc on avait évoqué nos préférences sur telle ou telle thématique en fonction de nos compétences et nos intérêts. Et depuis, aucune nouvelle sur les suites à donner, sur les suites données à cette démarche de promouvoir la représentation des architectes au sein de ces instances départementales, et dans lequel, je suis donc de ligérien, et nous n'avons effectivement pas de CAUE, comme vous l'avez souligné, et c'était aussi un moyen de faire en sorte que les architectes soient un peu présents dans les débats publics, hein, et institutionnels. Donc la question, c'est où en sommes-nous de ce point de vue-là? Donc je vais juste me permettre de répondre. En fait, la démarche qui a été engagée suite aux élections, il y a un certain nombre de priorités de début de mandat qui ont été fixées. Et pour l'instant, on n'a pas oublié tout ce qui a été préparé, mais pour des raisons avant tout économiques, parce qu'il y a quand même le sujet de la représentation des architectes et les frais à verser aux différents prestataires
architectes qui peuvent se rendre à ces représentations, puisqu'on rembourse les frais pour les non-élus. Le sujet, ça a été de dire, on va lancer le mandat comme ça, et on verra en 2025 comment on peut réintégrer ces prestations-là dans le cadre du nouveau budget. Voilà. Alors, je dirais sur la question des remboursements de frais, c'est une question d'équité. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Sur un simple billet de tram, ok, on veut bien accepter votre diligente offre. Pour autant, c'est vraiment une question d'équité. Ça fonctionne comme ça et ça a toujours fonctionné comme ça. Il est important, le temps, quand on parle de la question des honoraires et du temps que les architectes passent, tous, il ne faut pas se leurrer, le temps qu'on passe, il est valorisé. Il n'y a aucune raison, on est là pour représenter la profession, mais qu'on soit élu ou non élu, il serait tout à fait anormal qu'en fait on n'ait pas droit au minimum au remboursement de ces frais. Voilà. Mais rassurez-vous, rien n'a été oublié, tout est stocké, puisqu'en fait le gros avantage du système, c'est qu'il y a une véritable continuité, ne serait-ce que ce type d'événement auquel vous aviez été convié. On a des comptes rendus, on a tout ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même la moitié du bureau du mandat précédent qui est toujours présent. Donc on verra comment on fait effectivement utiliser le recours aux non-élus sur l'année qui va venir. Merci. D'autres questions du public? Non? Bien, on va marquer une courte pause puisqu'on va enchaîner avec les vœux. Isabelle, on est bien d'accord, hein? Oui, elle nous montrera peut-être un élu, mais ça va le faire venir effectivement. Donc on marque 5 minutes de pause, me dit-on, et on se retrouve. Vous pouvez rester ici, il n'y a aucun souci, et on va enchaîner avec cette courte cérémonie des vœux pour après effectivement le cocktail dînatoire, bien sûr. À tout de suite.